Bonjour à tous. Le Streety Magazine se retrouve aujourd'hui au musée de l'Afrique centrale qui nous a gracieusement ouvert ses portes. Les lieux se prêtent parfaitement à l'occasion, car nous recevons Calvin Suarez. Membre du Parti écolo, il est à la fois conseiller communal à Gansoren et député bruxellois. Il est aussi l'auteur de 2 ouvrages, un recueil de poésie ainsi qu'un roman. Mais c'est surtout dans sa qualité de cofondateur du mouvement Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations que nous le recevons aujourd'hui. Car le thème du jour, c'est la décolonisation de l'espace public. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Monsieur Calvin Suarez, bonjour. Bonjour. Un tout grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir dans votre émission. Tout le plaisir est pour nous. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais parler de la colonisation en tant que telle, la colonisation en soi. On entend très régulièrement l'argument de l'anachronisme, c'est-à-dire que certains prétendent qu'on applique des idéaux humanistes du XXIe siècle à des choses qui se sont passées il y a bien longtemps. Qu'avez-vous à répondre à ces gens-là? Je pense qu'il n'y a pas d'anachronisme dans la mesure où, vous savez, la colonisation, la décolonisation ne s'est pas arrêtée au moment où les indépendances sont survenus dans les pays africains, asiatiques ou du Moyen-Orient, ou d'Amérique du Sud par exemple. La colonisation, c'est un système politique, économique, de domination. C'est aussi un système de domination culturelle qui laisse des traces dans la vie des gens, pas seulement des colonisés, mais aussi dans les populations des pays qui ont colonisé, donc des métropoles comme la Belgique. Et donc, on le sait, aujourd'hui, il y a des preuves palpables. Vous avez parlé de l'espace public. On a encore dans nos rues, sur nos places, dans les tunnels et dans toute une série de lieux, des traces de la colonisation qui glorifient encore ce système-là. On peut prendre le cas au niveau culturel. On a encore des productions aujourd'hui dans le milieu culturel qui véhiculent des principes, mais aussi des stéréotypes, des préjugés et qui mènent aux discriminations qui sont liées au système colonial. Comment peut-on comprendre que dans notre enseignement, par exemple, pendant très longtemps, on a encore enseigné une hiérarchie des races, entre guillemets. Et donc, c'est récemment, dans les années récentes, que ça s'est arrêté. Donc, on ne peut pas dire que la colonisation est anachronique dans la mesure où elle est encore vivante à travers toute une série de stéréotypes, de préjugés dans nos vies actuelles et dans la manière dont nous concevons les choses. Le musée, donc l'Africa Museum où nous sommes aujourd'hui, en est un exemple palpable. Quand on a parlé de décolonisation, c'était il y a quoi? 4-5 ans. Donc, on avait un musée colonial en plein cœur de la Belgique. Et donc, cela montre très clairement que la colonisation n'est pas du tout anachronique. Ce n'est pas seulement un système qui est installé dans les pays colonisés, c'est aussi un système qui a ses démembrements dans la métropole. Et donc, c'est pour cela que nous estimons qu'il faut décoloniser les mentalités, qu'il faut décoloniser la culture, l'enseignement, l'espace public. Finalement, il faut décoloniser toute la société parce que la propagande coloniale, quand on a voulu aller coloniser, il a fallu convaincre les Belges. Et donc, pour convaincre les Belges, on a dû mettre en place une propagande pour essayer de faire ce que moi je considère comme un lavage de cerveau, déshumaniser les populations sur place. La France l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, la Belgique l'a fait, toute une série de pays qui ont colonisé l'ont fait dans le but de déshumaniser l'autre et d'estimer qu'il est inférieur à soi. Et donc ça, ces principes-là n'ont pas disparu et sont encore présents quand on voit les insultes racistes, les actes racistes. Ce sont des actes et des faits qui tirent une partie de leur source, pas toutes les sources, mais qui tirent une partie de leur source dans le système colonial et sa propagande. Et justement, vous parliez donc de cette propagande, mais comment expliquer que lorsque tout ça a eu lieu, même des personnes qu'on considère comme progressistes, je pense notamment à Victor Hugo, Jules Ferry,
et légitimer cette volonté de colonisation? Mais en fait, disons, une propagande est mise en place par un État, souvent avec l'appui des intellectuels. Le racisme scientifique a existé, et il a existé en se basant, en légitimant l'esclavage et la colonisation. Par exemple, dans les universités, on enseignait, et ce sont des intellectuels. Donc Victor Hugo, Jules Ferry, c'était des politiques, mais aussi c'était des intellectuels. Donc qui enseignaient, ces intellectuels dans les universités, la craniométrie, par exemple, qui hiérarchise les gens en fonction de leur crâne et en fonction de leur couleur de peau, par exemple. Donc, quand on met en place une propagande, évidemment que les intellectuels jouent un rôle. Et ces intellectuels qui se basaient sur ce qu'on appelait le siècle des Lumières n'interprétaient pas le siècle des Lumières au sens universaliste du terme. Parce qu'il faut bien définir ce que c'est que l'universalisme. L'universalisme, ce sont des principes, c'est aussi une façon de voir le monde qui est basée sur l'égalité en toute chose. Une égalité qui n'est pas basée sur la différence au niveau de la couleur de la peau, où on considère qu'il y a des gens qu'on doit aller civiliser. Leur universalisme, c'était un universalisme ethnocentriste. C'est-à-dire que leur culture, donc la culture occidentale, est la meilleure, elle est la plus grande, et donc c'est elle qui doit s'imposer partout. Et donc ils ont grandi dans cette pensée, et cette pensée s'est reflétée dans leur écrit et dans leur production intellectuelle. Et donc c'est pour cela que moi je considère que, vous savez, en sociologie on parle de la socialisation. La socialisation joue un rôle extrêmement important. Et parfois, on reproduit, même intellectuellement, même quand on arrive à un niveau intellectuel élevé, on reproduit toute une série de mécanismes qui vont dans ce sens. Et puis, il y a le fait qu'on utilise les intellectuels pour légitimer un projet politique. Et parfois, ces intellectuels sont volontairement participants ou involontairement, on les instrumentalise, mais dans certains cas, comme Victor Hugo, qui était un politique averti, il était conscient de ce qu'il disait. Parce que ce qui lui importait le plus, c'était le rayonnement de la France dans le monde, au détriment même de l'humanité des peuples colonisés. Je terminerai par un exemple. On parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 en France. La question qui se pose est celle-ci. Est-ce qu'on considère, par exemple, que la charte du Mandé, qui est l'une des plus vieilles chartes des droits humains, qui a été écrite et signée après la bataille de Quirina, donc lors de la fondation de l'Empire du Mali, est-ce qu'on considère cette charte des droits humains qui est reconnue aujourd'hui comme patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, est-ce qu'on reconnaît cette charte des droits humains au même niveau que la Déclaration universelle des droits de l'homme française? Et alors la charte que vous venez d'évoquer, elle contredit parfaitement les apologistes qui tentent de nous expliquer que la colonisation a eu des effets positifs en termes de droits, de civilisation, etc. Oui, vous savez, très simplement, moi, quand j'étais enseignant et quand je voulais expliquer ça, quand je voulais déconstruire ce propos-là à mes élèves, qu'est-ce que je disais? Je disais ceci. Vous arrivez chez quelqu'un. Vous arrivez chez cette personne est là dans sa maison avec ses enfants. Elle a sa manière de fonctionner. Elle peut vous plaire ou ne pas vous plaire, mais elle a sa manière de fonctionner. Et vous arrivez et vous dites que vous êtes amis. Et donc la personne vous accueille chez elle. Et ce que vous faites, c'est que vous la dominez. Vous prenez le contrôle de la maison. Cette personne a 5 enfants, vous en tuez 3. Et en partant, vous lui laissez un GSM en disant « Sois heureux parce que je t'ai apporté la civilisation ». Et encore que ce GSM, pourquoi on le donne? Parce qu'on veut, le garder là pour pouvoir contrôler la personne et pour pouvoir la dominer. Parce que la personne, elle a toute une richesse autour d'elle. Quand elle jette des grains, ça pousse.
Et donc, elle n'a pas besoin nécessairement de quelqu'un pour venir lui dire comment elle doit évoluer. Les peuples évoluent en fonction de leur histoire. Quand je parlais de l'Empire du Mali, je dénonce ce que j'appelle l'ignorance profonde, dans laquelle on a enfoncé beaucoup de peuples européens, parce qu'on les a dirigés vers eux-mêmes, en disant « vous êtes les meilleurs » et beaucoup en Europe, malheureusement, dans l'enseignement, n'ont pas appris les civilisations qui ne sont pas les siennes, qui ne sont pas les leurs, pardon. Donc, quand je parlais de l'Empire du Mali, aujourd'hui, tout le monde, tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est un empire qui avait une civilisation très, très riche. On avait des universités dans l'Empire du Mali au XIIIe siècle. Des gens venaient d'Arabie Saoudite, du sud de l'Espagne, d'un peu partout pour étudier dans ces universités-là. Si je prends cet exemple, je pourrais prendre des civilisations d'Amérique du Sud, je pourrais prendre des civilisations du nord de l'Afrique qui ont connu un rayonnement très, très, très important. Et donc, il faut qu'on sorte de cet ethnocentrisme-là, en réalité. Et aujourd'hui, pour continuer dans cette déconstruction, pourquoi est-ce qu'on a instauré, parce que certains vont vous dire, on vous a instauré des écoles. Il n'y avait pas des écoles. Mais il faut expliquer qu'il y avait un système éducatif qui n'était pas celui qui est du système occidental, mais il y avait un système éducatif. On peut l'aimer ou non, il y en avait un. Et on installe les écoles à cause de la domination culturelle. Pour contrôler un peuple, il faut le contrôler intellectuellement. Et donc, on le soumet en imposant sa manière de penser. Et c'est dans les écoles que ça se passe. On va vous dire, on a installé des routes, on a installé des chemins de fer, mais on ne vous dit pas pourquoi on a installé ces routes et ces chemins de fer. Et on ne vous dit pas qu'avant l'arrivée de la colonisation, les gens quittaient Zanzibar pour venir faire le marché dans le bassin du Congo. Ces gens faisaient comment? Et donc, les chemins de fer, c'était tout simplement pour amener beaucoup plus vite les ressources qu'on voulait transporter en Europe vers la côte. Parce qu'on imposait aux gens de les porter à dos d'homme, 50 kilos sur plus de 150 kilomètres, ben, les gens mouraient. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait les chemins de fer. D'ailleurs, c'est-à-dire on n'a pas fait ça pour les beaux yeux des Noirs. Combien de Noirs ont pris le chemin de fer gratuitement pendant toute cette période-là? Ça, ce sont des questions qu'il faut poser. Les hôpitaux, avant que les colons arrivent, les gens avaient leur système immunitaire. Ils savaient comment se soigner. Les colons sont arrivés avec plein de maladies qui ont affaibli le système immunitaire, comme pour les Amérindiens avec les Espagnols, par exemple. Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on est en train de revenir aux techniques de soins que les Africains, que les Sud-Américains, les Asiatiques utilisaient. Quand on parle beaucoup d'écologie, je suis écologiste, qui était en avance sur l'autre? Ces peuples-là faisaient de l'écologie, mais n'avaient pas besoin de le théoriser. Et donc, vous évoquiez la propagande, et vous avez vous-même mené des visites à Bruxelles qui démontrent les vestiges de cette époque coloniale. Aujourd'hui, exactement, il se trouve où? Moi, j'ai rencontré Lucas Catherine, qui était le seul spécialiste du patrimoine colonial belge. Donc, c'est le seul qui a fait des recherches. Maintenant, il y en a d'autres. Mais à l'époque, c'était le seul. Et donc, je l'ai rencontré, on a discuté, et je l'ai invité à faire une première visite guidée. Et donc, c'est comme ça que lui m'a formé et qu'on a commencé à mener ces visites guidées. Concrètement, ces vestiges se trouvent partout en Belgique. La preuve, aujourd'hui, le collectif Mémoire coloniale a plus d'une quinzaine de visites guidées, de parcours. Dont ici, il y en a un, dont il y en a deux ici. On a un parcours à l'intérieur du musée, et puis on a un parcours à l'extérieur du musée. Et il y a certaines villes, dans toutes les villes, dans quasiment toutes les villes de Belgique, il y a des vestiges.
c'est vous dire la puissance de cette propagande-là, la manière dont on voulait influencer la mentalité des Belges par rapport à la colonisation. Donc, je sais qu'il y a des parcours, alors il y a globalement 12-13 parcours à Bruxelles, il y a un parcours à Liège maintenant, un parcours à Namur et 2 parcours à Charleroi. Donc, on voit que c'est toute la Belgique qui a été quadrillée par la propagande coloniale belge, surtout à partir de l'espace public. Quand on donne le nom d'une rue, le nom d'une personne à une rue, ce n'est pas innocent. C'est parce qu'on a envie de faire passer un message par rapport à ce que cette personne a fait. Et donc, rien n'est innocent dans la manière dont l'espace public est aménagé. Aujourd'hui, l'espace public ne compte que 6% de noms de femmes, par exemple. C'est un choix qui est lié au système patriarcal qui existait. Et donc, aujourd'hui, ce sont des choix politiques qui doivent être faits pour décoloniser, pour féminiser l'espace public. Pour prendre l'exemple de la capitale, Bruxelles, donc, que pouvons-nous trouver concrètement comme monument, comme statue, comme nom de rue qui rappelle ce passé colonial? Je vais citer les plus significatifs parce qu'il y en a énormément. Énormément. Celle dont on parle le plus, évidemment, c'est la statue équestre de Léopold II qui se trouve place du Trône. Quand vous passez en voiture, vous le voyez. Quand vous êtes touriste, vous passez à pied, vous le voyez. Donc le roi est en majesté. Et d'ailleurs, il y a une particularité. Quand vous voyez la statue du roi, elle est en face, elle fait face à une banque. C'est un signe que la colonisation a un soubassement capitaliste, économique très fort. Les gens ne le savent pas, mais le fondateur d'ING, l'ancien nom c'était la BBL, Banque du Baron Lambert, le Baron Lambert était un des grands soutiens économiques de Léopold II. Et donc ce n'est pas un hasard que cette statue équestre, normalement les statues équestres des rois et des reines font face soit à leur palais, soit en direction d'une grande victoire. Mais là, on se rend compte que la statue fait face à une banque et à l'un des grands amis de Léopold II. Il faut savoir que le baron Lambert est l'un des grands soutiens qui ont financé l'entreprise coloniale de Léopold II. Je prends un autre exemple, le cinquantenaire, qui se trouve à cheval entre les communes d'Etterbeek et de la ville de Bruxelles. C'est un monument colonial. Dans le parc le parc lui-même est colonial. Dans le parc du cinquantenaire. Donc quand on dit que c'est colonial, c'est fait avec de l'argent issu de la colonisation. Dans le parc du cinquantenaire, vous avez un monument qui s'appelle le monument des pionniers du Congo. On peut trouver toute une série de statues. Si vous allez à Ixelles, vous avez la statue du général Storms, qui a fait l'objet de plusieurs polémiques, puisque la commune a décidé d'enlever, la commune d'Ixelles a décidé d'enlever cette statue. Vous avez à Schaerbeek le parc Josaphat, qui est un vestige colonial, parce que Léopold II l'a construit. Schaerbeek entièrement était un village que Léopold II a entièrement reconstruit avec l'argent de la colonisation. Et donc vous avez toute une série de boulevards. Le boulevard Général Jacques, c'est un boulevard, donc le nom Général Jacques, c'est le nom d'un général qui a fait énormément de massacres au Congo. Ça, on le sait, aujourd'hui, c'est documenté, c'est connu. Lorsque vous allez rue de Brederode, vous avez le siège de l'État indépendant du Congo. C'était les bureaux de Léopold II qui se trouvent rue de Brederode. Et donc, vous avez aussi le bâtiment dans lequel son aide de camp, Albert Theiss, avait ses bureaux qui se trouvent juste en face, rue de Brederode. Donc, et la Banque du Congo belge, vous avez encore la plaque gravée en or massif dans du granit, dans du marbre, pardon, qui se trouve rue Thérésienne, juste derrière la Fondation Roi Baudouin. C'est-à-dire que constamment, en se baladant dans les rues de nos villes,
nous subissons cette idéologie en quelque sorte. Effectivement. Effectivement, parce que en fait, les gens pensent que en se baladant, on n'est pas influencé. On est influencé, on peut être influencé consciemment et inconsciemment. Quand vous passez devant la statue de Léopold II à Trône, si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous êtes touriste ou si vous êtes belge, vous ne connaissez pas l'histoire, vous voyez ce grand roi sur son magnifique cheval en majesté, ce que ça induit en vous, c'est que c'est quelqu'un qui a été uniquement positif. Évidemment, à l'école, pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on enseigne aux enfants que c'est le roi bâtisseur. Mais on ne leur explique pas d'où vient l'argent qui a servi à bâtir un certain nombre de choses à Bruxelles. Et en plus, quelles sont les implications de ce pillage, de ces massacres? Quelles traces et quelles conséquences ont laissé tous ces faits-là dans la vie de ces populations aujourd'hui, mais aussi sur la vie de leurs descendants? Ça, ce sont des choses dont on ne parle pas beaucoup. Je terminerai sur cette question en vous disant que moi, je fais clairement le lien entre le système capitaliste aujourd'hui qui existe à travers les massacres qu'on voit à l'est du Congo, le pillage des minerais, et ce qui existait à l'époque de Léopold II. Parce que les gens ne le savent pas, mais le système que Léopold II met en place, qui a été défini à la conférence de Berlin, c'est la liberté du commerce, mais c'est aussi l'installation de grandes entreprises, des multinationales. Ce sont les ancêtres des multinationales. Donc aujourd'hui, on sait que Apple, Google, Amazon, Huawei, Samsung et tout ça, ils profitent de la situation de trouble à l'est du Congo pour bénéficier de l'extraction de minerais par des rebelles et l'acheter à bas prix, puisque dans ces circuits-là, l'État congolais n'a pas la même mise sur ses ressources. Et donc, Léopold II fonctionnait de la même façon. C'est-à-dire que lui, personnellement, ne pouvait pas tout gérer. Il a donné, donc il avait des parts dans des multinationales à qui il a confié donc des franchises sur toute une série de parties du territoire congolais. Et donc, il avait ses intérêts dans ces multinationales. Quand vous voyez la manière dont le système capitaliste colonial était conçu, vous voyez que finalement, le système ne fait que s'adapter. Il évolue, il s'adapte, mais il reste le même. Et alors, vous avez été enseignant, on l'a dit, vous avez évoqué l'importance de l'enseignement pour résoudre ce problème. Et alors, pas plus tard que l'année passée, à l'université, il m'a été enseigné en histoire de la Belgique que Léopold II ignorait tout de ce qui se passait au Congo. Parlons bien des crimes. Est-ce une réalité ou pas du tout? Mais non, ce n'est pas vrai. Alors, d'abord, il y a un soupçon que beaucoup ont et que moi-même personnellement j'ai. Déjà, il faut déconstruire quelque chose, c'est qu'on dit qu'en 1908, Léopold II a donné le Congo à la Belgique. C'est absolument faux. Il a été forcé de le donner. Et pourquoi il a été forcé? Manque de moyens financiers? Non, tout simplement parce que au niveau international, l'image de la Belgique commençait à être écornée. Pourquoi? Parce que les massacres, les viols, le fait qu'on tue des enfants, etc., ça commençait à se répandre. Parce que vous aviez des missionnaires, vous aviez des gens qui écrivaient des livres là-dessus. Et donc, qu'on dise aujourd'hui que Léopold II n'était pas au courant, alors que l'affaire avait pris une telle ampleur qu'en 1904 et en 1905, pour calmer les critiques, il envoie une commission d'enquête avec des juges. D'ailleurs, un des juges a été tellement choqué que lorsqu'il est revenu, il s'est suicidé. Parce que ce qu'il a vu là-bas l'avait tellement marqué. Donc, déjà, ce seul exemple nous montre que ce qu'on vous a enseigné, c'est de la propagande. Léopold II le savait. Et moi, je pense qu'il savait même avant la mise en place de cette commission,
Parce qu'en 1908, lorsqu'il est forcé de rendre le Congo, de rendre le Congo à la Belgique, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle la quasi-totalité de ses archives. Pourquoi les brûle-t-il? Un, parce qu'il ne veut pas qu'on découvre sans doute les bénéfices financiers et qu'on puisse à un moment donné faire l'état des lieux de cet argent-là. Mais moi, je suis convaincu que ces archives auraient servi à découvrir ce qui s'est véritablement passé, parce que je suis convaincu que des rapports lui étaient faits. Si ce n'était pas le cas, cette commission d'enquête n'aurait pas pu être mise en place. 1958, à l'échelle historique, c'était hier. Il y a l'exposition universelle et on retrouve un zoo humain, le village du Congo. Que pouvez-vous nous dire sur ça? Déjà, il faut rappeler qu'en Europe, globalement, les zoos humains, c'était une tradition. C'était devenu quelque chose qu'il fallait faire. Donc les pays qui ont colonisé, puisqu'on avait quelque part animalisé les peuples qu'on dominait, on les exposait pour montrer finalement les bienfaits de la dite civilisation. Et donc il faut rappeler qu'il y a eu toute une série de zoos humains en Belgique avant 1958. Ici, à Tervuren, si ce musée existe, c'est parce qu'à la base, il y a l'idée d'un zoo humain qui se trouvait pas loin d'ici et où 7 personnes sont mortes. Vous avez les 7 tombes qui sont devant l'église de Tervuren, encore aujourd'hui. En 1930, dans les années 30, il y a des zoos humains à l'exposition universelle à Anvers. Vous avez toute une série de zoos humains qui sont mis en place. Même le site de l'ULB, avant la construction de l'ULB, a connu un zoo humain. Donc c'est dans cette tradition-là que le zoo humain de 1958 s'installe. Alors pourquoi il fait scandale? Il fait scandale pour 2 raisons. Parce que la plupart des pays, et c'est là qu'on voit le retard de la Belgique, la plupart des pays qui ont colonisé ont abandonné ces pratiques à ce moment-là. Donc la Belgique détonne en installant un zoo humain, un village congolais, entre guillemets, au cœur de cette exposition universelle. Et puis il y a une deuxième raison, c'est cette image qui choque tout le monde. Quand vous allez sur Google, vous la voyez encore, de cet enfant qui se trouve là et à qui on balance des bananes et des friandises. Et donc dans une espèce de cage, et ça choque tout le monde. Donc je pense que cette exposition universelle a été aussi un élément déterminant dans la lutte des Congolaises et des Congolais pour arracher l'indépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on préparait une petite élite qu'on appelait les évolués pour maintenir la mainmise des intérêts coloniaux sur le Congo. Cette élite, on la forçait à venir, dont un certain Patrice Lumumba, on l'a forcé à venir en Belgique. Et donc, lors de cette exposition, on les a fait venir pour montrer toute la magnificence de la Belgique. Et quand ils ont vu ce genre de choses, ça suscite une révolte. Et ça donne encore envie de lutter encore plus pour obtenir la liberté. La propagande perdure, vous le disiez, mais qu'en est-il des conséquences? Est-ce que si aujourd'hui il existe potentiellement un racisme structurel, est-ce que ça peut être dû à ce passé colonial? Une partie de ce racisme structurel, moi je ne dis pas tout le racisme structurel, une grande partie de ce racisme structurel est liée à la colonisation. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler ce qu'est le racisme. Pendant longtemps, on a conçu le racisme comme un phénomène qui était lié aux individus, c'est-à-dire des actes, des propos que tenaient des individus et qui est lié à une mentalité. Mais non, les individus, les actes individuels ne tombent pas de nulle part. Ils sont induits par quelque chose. Et donc, je considère, et historiquement c'est le cas, que le racisme est un système. Parce que je donne toujours cet exemple. Si vous prenez les Grecs ou les Romains à l'époque, nous sommes en Europe, donc je prends cet exemple, il y avait des injustices. Mais ces injustices n'étaient pas basées sur le racisme.
C'était basé sur le statut de la personne. Soit vous étiez homme libre, esclave, vous étiez noble, etc. Donc, on a par exemple l'empereur Caracalla, qui venait de Libye, qui était très sombre de peau, et qui a gouverné Rome à l'époque. Et donc, le racisme, les injustices n'étaient pas basées sur la couleur de la peau. C'est à partir du moment où l'Occident a voulu légitimer l'esclavage, finalement. C'est à partir de ce moment que les théories scientifiques ont cherché à légitimer l'esclavage et à hiérarchiser les races, entre guillemets. La création de la race, c'est à ce moment-là. Donc, pourquoi je le dis? Je le dis parce qu'on ne peut pas considérer que ce système, un tel système, n'a pas laissé de traces. C'est faux. Les agents de socialisation sont puissants. Si on enseigne cela, si on a enseigné cela pendant des années, des siècles dans les écoles, c'est clair que ça installe une mentalité qui est transmise de génération en génération. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on trouve encore des gens qui estiment que les Africains sont plus proches du singe que les autres. Parce qu'on le leur a installé et parce qu'on a transmis de génération en génération. Donc aujourd'hui, les conséquences sont claires. Je vais donner des exemples concrets, comme ça les gens vont comprendre. Par exemple, quand on dit le noir est paresseux, ça vient d'où? Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé un jour comme ça et qui a dit « Ah, j'ai une idée, le noir est paresseux ». Alors qu'il y avait très peu de noirs ici, il en existait, mais il y en avait très peu. C'était basé sur rien. Mais non, l'origine de ce stéréotype vient de la colonisation. Les mots pour les femmes, panthère, tigresse, panthère noire, tigresse et tout ça, ça vient d'où? Évidemment que ça vient de la colonisation. Avant, ces mots n'étaient pas utilisés. Comment se fait-il que ces mots existent aujourd'hui? Donc ça, c'est un exemple. Ce sont des exemples très concrets. Je pourrais en prendre d'autres. Donc, lorsque vous cherchez un emploi et que vous faites face à un employeur qui considère, avant même que vous ne vous asseyez, que il y a de fortes chances que vous soyez paresseux, est-ce que vous partez avec un avantage? Mais non. Vous partez déjà avec du retard par rapport aux autres, parce qu'il a des idées préconçues. C'est la même chose pour le logement. Le noir pue, par exemple, ça vient d'où? Ou les Arabes sont des voleurs. Ce sont des choses que, si vous prenez les livres de l'époque, on dit dans les livres que les gens lisent. Et la propagande ne s'arrête pas à ce qu'on dit. Par exemple, dans les productions cinématographiques, on sait très bien comment les films influencent les gens. Sur les timbres, il y avait même une loterie coloniale, Tintin au Congo, que les gens lisaient beaucoup à l'époque, où on voit Tintin être considéré comme un dieu. Alors là, on est vraiment dans la propagande, la déification de l'homme blanc. Donc, les populations locales abandonnent leur dieu et viennent se prosterner sous Tintin. Ça, c'est vraiment... On parlait tout à l'heure de Victor Hugo, et même Hergé l'a reconnu. Il a dit « Mon œuvre est raciste parce que malheureusement, j'étais influencé par mon époque et par le milieu raciste dans lequel je vivais. » Et donc, ce sont des exemples, des petits exemples pour vous montrer que quelqu'un qui a un appartement, s'il a des stéréotypes sur les Noirs, sur les Arabes, il ne va pas vouloir, moi j'ai fait face à ça, il ne va pas vouloir louer son bien. Et moi je refuse qu'on limite la responsabilité à l'individu. Je dis c'est une fuite de responsabilité de l'État et c'est une fuite de responsabilité des institutions. Donc il faut prendre en compte la dimension structurelle. Dans le mot structurel, il y a structure. Quand les structures ne fonctionnent pas bien, il y a un problème structurel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Discrimination au logement, discrimination à l'embauche, mais il y a des conséquences mortifères également. J'aimerais, si vous me le permettez, citer une liste de noms. Adil, Lamine, Maouda, Mehdi, Ibrahima, Ilyas et Akram. C'est une liste non exhaustive de personnes qui sont décédées à la suite d'une intervention policière depuis 2018. Est-ce que là aussi,
c'est peut-être une conséquence du colonialisme et du racisme structurel qui existerait en Belgique. Oui, alors il y a deux phénomènes. D'abord, le colonialisme a disons des responsabilités très claires dans la manière dont on porte le regard sur un certain nombre de populations. Ça, c'est très clair. Donc, si on me dit aujourd'hui que ça n'a pas de lien, c'est comme quand on me disait, vous savez, à l'époque, quand on a commencé vraiment à faire du bruit autour de ça, on disait, et c'est pour ça que le collectif porte ce nom, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Toute une série de politiques nous ont dit, mais d'où vous venez avec ce lien-là? Il n'existe pas de lien avéré. Aujourd'hui, comme par enchantement, après Black Lives Matter, alors que nous le disions depuis des années, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un lien. Et puis, il y a l'immigration. Et on ne peut pas parler d'immigration en détournant le regard de la colonisation. S'il y a un certain nombre de populations qui vivent ici, c'est parce qu'il y a toute une série de phénomènes historiques, comme la colonisation, qui ont poussé ces populations à venir ici. Et il y a une série d'accords qui ont été signés, parce qu'il faut le rappeler, à l'époque, il n'y avait pas de main-d'œuvre belge suffisante. Les gens n'acceptaient pas de faire des travaux durs, comme construire les rames de métro, les rames de tram, comme construire les routes. Et donc, il a fallu aller chercher des populations du sud de l'Europe d'abord, et puis ensuite du nord de l'Afrique. Et vous savez, quand les Italiens sont arrivés dans ce pays, mais on les traitait, excusez-moi le terme, comme de la merde. Parce qu'ils avaient une culture du Sud. Et quand on dit le Sud, c'est aussi l'Afrique. Et donc même à l'époque, quand vous mangez des pâtes, je prends des exemples vraiment basiques. Quand vous mangez des pâtes, on vous considère comme un plouc. Aujourd'hui, les pâtes sont très populaires. Tout simplement parce que la vision de l'italien a changé. Sur l'italien a changé, en réalité. Parfois, je dis en rigolant, bon, on avance parce que tout le monde aime le couscous, bientôt, tout le monde va aimer les Arabes. Mais en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec les Italiens. À l'époque, personne ne voulait avoir d'Italiens dans sa maison. En fait. Et puis, ça a évolué avec le temps. Donc, je veux dire par là que aujourd'hui, pour revenir à la question de toutes ces personnes, souvent jeunes, qui sont mortes, il faut rappeler que parfois, déjà à Bruxelles, le problème, il est urbain. À Bruxelles, on a des policiers qui interviennent et qui ne connaissent pas la réalité bruxelloise, la réalité multiculturelle. Lorsque vous apprenez, par exemple, que la formation à l'interculturalité n'est pas obligatoire pour les policiers, ce sont des volontaires qui acceptent de faire cette formation encore avec l'accord du chef. Ça ne va pas. Donc, vous avez aussi un phénomène qui est celui de l'instrumentalisation politique, de la montée de la tension. Vous avez des politiques qui ont des propos irresponsables, qui conditionnent les policiers. Et donc, un policier qui vit dans son village, qui n'a jamais vu de noir, qui n'a jamais vu d'arabe, qui rentre dans la police, avec tous les stéréotypes, 10 ans, et moi j'ai eu des collègues en Wallonie, qui avaient peur de passer à la gare centrale. Pour eux, on coupait la tête. Il y a des parents d'élèves qui m'ont dit, mais on coupe la tête des gens à la gare centrale. Des gens qui vivent en Wallonie à quelques kilomètres et qui ont une vision. Imaginez-vous un policier qui fait une première intervention dans un quartier populaire, à Anderlecht, ou à Schaerbeek, etc., et qui a ces stéréotypes en lui. Comment va-t-il se préparer à aller dialoguer, à intervenir de manière proportionnée, nécessaire et légitime, comme le prévoit la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police? Mais non, tout le monde le sait, qu'il y a un problème à ce niveau-là. Maintenant, je le dis, tous les policiers, et moi j'ai travaillé au Maroc, j'ai accompagné des victimes, des gens qui étaient ensemble pour aller porter plainte à la police. Moi-même, je me suis fait menacer physiquement.
parfois. Et parfois, je tombais aussi sur des policiers qui étaient corrects, qui ne me tutoyaient pas et qui faisaient correctement leur boulot. Mais malheureusement, si je prends les cas récents d'Ilyes, comment se fait-il que ce jeune homme est libérable? C'est-à-dire qu'ils l'ont contrôlé, ils lui ont donné un ordre de quitter le territoire. Il est libérable à partir de ce moment. Mais on le laisse quand même en cellule. L'enquête dira ce qu'il en est, mais déjà il y a une faute. Comment se fait-il que Ibrahima se fait arrêter tout simplement parce qu'il exerce son droit de filmer la police? Récemment, le tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé la jurisprudence selon laquelle filmer la police est un droit. Quand ils ont arraché le matériel des journalistes de Zine TV, ce n'est pas acceptable, ça. Et donc, déjà, il y a une faute là. Il y a une deuxième faute quand les policiers mentent et disent à la presse il a eu un malaise cardiaque parce qu'il avait ingéré de la drogue. Le rapport toxicologique montre qu'il n'y a pas d'ingestion de drogue. Troisième faute, ils vont dire à la famille, et ça, la deuxième faute, je trouve qu'elle est grave, parce qu'on ment sur le compte d'un mort. Moi, dans ma culture, c'est grave. Enfin, dans mon éducation, c'est très grave, ça. Et troisième faute, ils vont dans la famille et ils mentent. Ils disent on l'a arrêté parce qu'il ne respectait pas le couvre-feu. Ils disent qu'ils l'ont arrêté après 22 heures. Or, les rapports et les enquêtes ont montré qu'ils l'ont arrêté à 20h32. Donc, il y a un problème. Par exemple, les deux policières qui ont proféré des insultes dans leur véhicule, filmé des insultes antisémites, homophobes et racistes, insultant des territoires entiers, parce que des populations qui descendent d'immigrés vivent là. Et là où vous voyez qu'il y a un problème structurel, c'est que déjà, les sanctions n'ont pas été appliquées comme elles le devraient. Qu'on a muté une d'entre elles, elle n'a pas été sanctionnée. Et que le commissaire qui a dénoncé ces propos, c'est pour ça que je dis qu'il y a des bons policiers, c'est pour ça que les écologistes proposent qu'on protège les lanceurs d'alerte au sein de la police. Et donc, il est viré. Et même on lui met une histoire d'antisémitisme sur le dos. Donc moi, je considère qu'il y a un dysfonctionnement structurel. Parce que les mécanismes de sanction ne fonctionnent plus. Comment on appelle ça quand la structure dysfonctionne? C'est un problème structurel. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, il faudrait toute une série de réformes sur les sanctions. Je pense que si on sanctionne beaucoup plus et plus efficacement, les gens au sein de la police ne vont plus se permettre certaines choses. Deuxièmement, la formation à l'interculturalité doit être obligatoire. Troisièmement, il faut des policiers qui connaissent les quartiers, qui interviennent. Parce que très souvent, des gens de la police fédérale arrivent en Robocop avec la tension qu'ils subissent, les discours qu'on porte sur ces quartiers et interviennent de manière disproportionnée. Donc moi, je pense qu'il faut que les policiers connaissent les quartiers, engagent le dialogue. Aujourd'hui, il y a une méfiance, ça va être compliqué. Mais petit à petit, il faudrait instaurer une confiance entre la police et la population. Et ce n'est pas en faisant comme le mouvement réformateur, c'est-à-dire en disant qu'il faut aggraver les peines des gens qui commettent des violences envers la police, alors qu'il y a déjà une loi là-dessus qui fonctionne, qu'on va régler le problème. Donc je pense qu'il est fondamental qu'on puisse avancer sur ces questions pour éviter les morts. Nous ne voulons plus de morts dans nos quartiers, nous ne voulons plus de blessés. Et donc, si il n'y a plus de morts, il n'y a plus de blessés, il n'y aura pas non plus de violence contre la police. Donc, je considère que s'il n'y a plus de morts, si les jeunes ne sont plus contrôlés en fonction de leur habillement, je suis désolé, il y a une liberté dans ce pays. À partir du moment où on ne contrevient pas à l'ordre public et aux bonnes mœurs, on porte ce qu'on veut dans l'espace public. Et donc, qu'on ne vienne pas me dire, oui, ils sont habillés comme ça.
Ça, c'est le profilage ethnique. Et l'écolo a proposé une loi contre le profilage ethnique pour que lorsqu'on contrôle un jeune, qu'on puisse lui expliquer pourquoi, qu'on ne le tutoie pas, qu'on puisse lui enregistrer le contrôle et qu'on puisse lui donner un récépissé. Là, on garde des traces. Et je pense que ça devrait aider à diminuer. Et puis, il y a la proposition des bodycams aussi. J'ai l'impression qu'on a affaire à un cercle vicieux. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, il y a des policiers qui ne sont pas préparés au terrain, en tout cas pas assez préparés, qui peuvent mal agir. Ensuite, il y a des jeunes qui subissent certaines violences et qui n'ont plus foi au système judiciaire et qui, dès lors, vont réagir avec violence. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus les violences envers les policiers qu'on condamne également. Comment en sortir? Ben, déjà, c'est ce que je disais. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut des décisions politiques cohérentes. Je pense qu'il faut en sortir par le haut en donnant les moyens à la justice de travailler. Il ne faudrait plus que la justice ait trop peu de moyens pour hiérarchiser les cas. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Avec le peu de moyens, on va dire ça c'est important, ça c'est pas important, etc. Et il faudrait très clairement que les mécanismes structurels au sein de la police fonctionnent. Je donne deux exemples. Le commissaire général, Marc de Mesmaeker, a proposé, pas plus tard qu'avant-hier, de simplifier la procédure disciplinaire. Aujourd'hui, la procédure disciplinaire est tellement compliquée qu'il y a ceux qui sont accusés bénéficient de vices de forme, ce qui fait que les sanctions sont très peu appliquées. Ça, c'est déjà une bonne proposition. L'inspecteur général Thierry Gélis a fait une proposition que le commissaire général a approuvée, c'est-à-dire qu'on puisse contrôler l'intégrité des policiers tout au long de leur carrière. Pour le moment, les policiers ne sont contrôlés sur leur intégrité qu'à l'entrée de la fonction. Ce qui fait que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient faire un test pour entrer dans la police. Il va vous dire ce que vous voulez entendre et vous n'allez jamais savoir qu'il est raciste, que c'est quelqu'un qui est violent, etc. Donc, le contrôle tout le long de la carrière, finalement, ça correspond à ce que beaucoup de gens connaissent dans leur métier. C'est-à-dire qu'ils sont évalués tout au long de leur carrière. Et donc, ça permet de déceler les policiers qui sont potentiellement fauteurs de troubles. Parce que pour moi, les gens qui sont racistes, extrémistes, n'ont pas leur place dans la police. Ça, il faut le dire, c'est très clair. Ils n'ont pas leur place. Ces deux policières devaient être virées. Ça, il faut être catégorique par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Moi, je ne dis pas qu'à partir du moment où ces mesures vont être appliquées, l'année prochaine, ça va aller mieux. Mais petit à petit, si la justice condamne les policiers et que les policiers, les mauvais policiers, qui vont avoir peur finalement et qui vont petit à petit comprendre qu'il faut changer. C'est toute une culture qui va s'installer dans la police, en fait. Et c'est comme ça que la culture s'installe. La culture d'entreprise s'installe au sein d'une société, au sein d'une institution comme la police. C'est donc un sentiment d'impunité qui les encourage chaque jour un peu plus à aller plus loin dans leur Effectivement, je pense, et j'ai eu des témoignages, des policiers qui s'en sont toujours sortis et qui finalement se disent le système, il fonctionne comme ça, il me protégera toujours et on ne me mettra jamais en danger. Et donc ça, je crois que c'est ça le cercle vicieux. C'est ce qui entraîne le cercle vicieux. À partir du moment où les jeunes n'ont plus foi dans le système, le cercle devient vicieux parce que quoi que vous fassiez, ils ne seront jamais en accord avec vous. Et c'est ce qu'on appelle la désaffiliation citoyenne. Les jeunes ne croient plus dans l'État qui est le leur. Et donc ça, il faut absolument en sortir. Pour revenir à la décolonisation de l'espace public, vous êtes engagé au sein de la commission d'enquête fédérale Vérité et Réconciliation. À quoi aspirez-vous? Quelles seraient les réponses à apporter à ces monuments et ces vestiges coloniaux qui trônent en Belgique? Alors, je fais une précision. Je ne suis pas personnellement engagé. Le parti est engagé puisque je suis député régional et communautaire et pas fédéral. Mais
En fait, nous attendons 3-4 choses très simples. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, qu'on vide le contentieux colonial belge, qu'on vide le contentieux au niveau économique, au niveau politique, au niveau culturel, et ensuite que des mesures soient concrètement prises sur le lien entre l'histoire coloniale et toutes les conséquences dont on a parlé, qui ont cours aujourd'hui dans la société. Comment faire en sorte de déconstruire la propagande pour lutter contre les préjugés, les stéréotypes, les discriminations, dans l'enseignement, dans l'espace public, dans l'emploi, dans le logement, dans la culture, etc. Ça, c'est ce que nous attendons concrètement. Et donc, vider le contentieux colonial économique, par exemple, c'est dire la vérité sur la table ronde économique. Comment se fait-il que tout d'un coup, on a refilé au nouvel État congolais toute la dette coloniale? À l'époque des millions d'euros, aujourd'hui, on pourrait parler de milliards. Ça, c'est une vérité que nous attendons, par exemple, concrètement. Vous évoquiez le buste d'Émile Storms, qui va être déboulonné et qui va justement atterrir ici, au musée de l'Afrique centrale. Certains estiment qu'agir ainsi ressemblerait à une tentative de les amputer d'une partie de leur histoire. Non, je ne pense pas. En fait, les propositions écologiques sur ce thème sont très claires. Il ne s'agit pas d'effacer tout ce qui touche à la colonisation dans l'espace public. Mais il faut différentes mesures. Cette mesure-là, pour moi, elle est symbolique, mais elle est forte. Parce que, comme Christos Doulkeridis, le bourgmestre d'Ixelles, l'a dit, Émile Storms, il a eu sa chance. Il y a toute une série de statuts qui sont en double, en triple, par exemple. Il y a 4 mesures. Première mesure, c'est la contextualisation. Mais quand on parle de contextualisation, on ne parle pas de mettre une petite plaquette sous une statue. C'est mettre en place soit une autre œuvre de la même dimension, soit mettre une grande, vraiment énorme plaque de contextualisation qui explique pourquoi ça a été fait et en quoi ça ne correspond pas à nos valeurs. La contextualisation et puis ensuite la question de la pluralité de l'espace public, c'est-à-dire édifier d'autres œuvres qui rendent hommage aux résistantes et aux résistants à la colonisation, mais aussi, oui, parfois, diminuer parce que quand on parle de propagande, c'est aussi par rapport au nombre. Diminuer le nombre d'œuvres issues de la colonisation. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on propose que le buste d'Émile Storms soit enlevé. Monsieur Calvin Soares, un tout grand merci à vous pour votre temps. Je vous laisse désormais seul face à la caméra. C'est le moment de votre carte blanche. Aimé Césaire disait qu'une société qui ne se dit pas la vérité est une société décadente. Une société qui ne se remet pas en cause est une société qui, finalement, ne se pense pas, ne se projette pas vers l'avenir. Le passé, c'est le passé. Mais il faut pouvoir le critiquer, il faut pouvoir le mettre en perspective pour construire l'avenir. Et l'avenir ne ressemble jamais au passé, dans la mesure où il est fait d'éléments diversifiés. Et donc aujourd'hui, nous vivons et nous allons vivre de plus en plus dans un monde qui est diversifié. Nous devons dialoguer, mais nous devons aussi nous dire la vérité pour pouvoir régler structurellement les problèmes. Ces problèmes existent dans tous les domaines de notre société. Et donc, que ce soit la colonisation, que ce soit notre histoire commune, elle doit pouvoir être clairement mise en perspective pour nous permettre d'avoir un avenir beaucoup plus radieux. Et donc, j'estime que sur le plan des stéréotypes, des préjugés, des discriminations, mais aussi sur le plan tout simplement de la construction de la société pour l'avenir, nous devons dire la vérité, nous devons construire une société radieuse pour demain et nous devons vivre finalement en personnes intelligentes. Et je terminerai par cette phrase donc, de Martin Luther King qui disait que pour se faire des ennemis, il ne faut pas faire la guerre, il faut juste dire la vérité.
Mais cette vérité, elle est importante pour construire l'avenir.